je vous parle de l'influence des organisations internationales, en commençant par cette citation qui me semble avoir déjà entendue, qui est « Seuls s'usent les droits que l'on n'utilise pas ». Je ne sais pas à qui est la paternité, mais cette phrase résume à mon sens un petit peu la problématique ou la situation actuelle du droit des parents d'éduquer et d'élever leurs enfants, parce que c'est un droit, mais qui comporte des devoirs et donc nécessairement des contraintes. Aussi, les parents sont aujourd'hui, et peut-être depuis toujours, très majoritairement très heureux de déléguer, dans la mesure du possible, cette compétence ou cette charge, que ce soit pour un motif noble comme inscrire leurs enfants dans une très bonne université, ou un petit peu moins noble, bon débarras, c'est la maîtresse qui s'en occupera. Et cela se reflète dans la jurisprudence des instances internationales en la matière. Elle est certes existante, mais elle est extrêmement modeste, particulièrement à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est très maigre aux Nations Unies et elle est vraiment inexistante à la Cour de justice de l'Union européenne. Surtout quand on la compare aux autres droits fondamentaux qui font l'objet d'un contentieux abondant, comme les droits des prisonniers, l'accès à la justice, etc. Et donc on pourrait dire un petit peu qu'en 2025, ce principe de primauté des parents, bien établi dans les traités, comme l'a rappelé tout à l'heure Aurélie Garand avec toutes les conventions citées, semble un petit peu mis de côté, presque oublié par les organisations internationales qui préfèrent aujourd'hui largement parler des engagements des États. Les engagements et les devoirs des États de faire toujours plus contre l'analphabétisme, contre les inégalités garçons-filles, pour l'épanouissement de chaque individu, pour l'éducation sexuelle, pour la lutte contre l'obésité, etc., etc. Et dans ce rôle qui est attribué aux États, les parents sont de moins en moins là pour aider ou compléter, mais sont presque mis de côté, remplacés. Et je vais vous montrer ça par plusieurs exemples concrets qui montrent vraiment que le rôle des parents est d'évaluer dans son ensemble et que les instances internationales poussent vraiment à cette extraction de l'enfant, de sa famille, notamment par l'enseignement contradictoire et pluriel, pour sa socialisation, etc., et pour le rôle de l'État dans tous les autres aspects du développement de l'enfant. Alors, je commence un petit peu par le cœur de ce principe, l'école, quand les parents assument pleinement et complètement ce rôle, l'école à la maison. Qu'en a dit la Cour européenne des droits de l'homme? Eh bien, la dernière affaire importante sur ce sujet, je ne présente pas l'institution parce que je n'ai que 20 minutes, mais c'est la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui a juridiction sur 46 États membres. Donc c'est plus grand que l'Union européenne. Elle a rendu une décision le 10 janvier 2019 dans l'affaire Wunderlich contre Allemagne. Et dans cette affaire, elle a confirmé vraiment le primat absolu et total de l'État dans l'éducation des enfants. Alors, la gentille famille Wunderlich était donc une famille allemande de 4 ou 5 enfants qui faisait l'école à la maison malgré l'interdiction. Ils recevaient donc des amendes dont ils s'acquittaient en plus. Et puis, les autorités allemandes, perdant patience, leur ont demandé donc d'amener leurs enfants devant les autorités pour qu'un tuteur soit nommé et que leur scolarisation soit un petit peu forcée et effective. Ils ont refusé aussi. Et donc, un beau matin, à 6 heures du matin, une trentaine de policiers sont venus au domicile des Wunderlich pour prendre manu militari les enfants et les séparer de leurs parents pendant plusieurs semaines pour les placer en foyer. Donc il y a eu toute une péripétie juridique en Allemagne, et puis les parents Wunderlich sont arrivés dans la Cour européenne des droits de l'homme pour se plaindre de l'atteinte évidente à leur vie familiale, à leur vie privée. Et la Cour, constate qu'il y a une atteinte à la vie privée familiale, mais la valide. Elle approuve le comportement de l'Allemagne, qui a le droit d'interdire absolument l'école à la maison pour protéger l'intérêt de l'enfant, car l'État veut lutter contre l'émergence de sociétés parallèles. Et c'est légitime pour fonder une telle interdiction. Alors cet arrêt est très très critiquable, paradoxal à plus d'un titre. Je note moi personnellement que la Cour est généralement très opposée à des interdictions générales et absolues. Là, elle n'a pas fait dans la dentelle.
Le deuxième point important, on en a un petit peu parlé avant, c'est que la Cour oppose, et c'est ça la méthode juridique pour se départir des traités qui sont clairs et arriver à la jurisprudence mauvaise qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle oppose l'intérêt des enfants à ceux des parents. Elle fait une sorte de lutte des classes, il y a une espèce de marxisme, etc. Donc elle oppose les intérêts des enfants à ceux des parents. Et là, parce que rendez-vous compte, dans cette famille Wunderlich, il y avait une dérive qui a mené à une situation dramatique. C'est au paragraphe 40, je cite, une famille symbiotique s'était constituée. Okay, une désapprobation en fait d'une cellule familiale forte. Finalement, en fait, ils avaient peur que les enfants soient isolés. Donc, dans le doute, ils les ont retirés et placés en foyer. Et ensuite, il y a eu une enquête sociale qui a montré qu'en fait, les enfants allaient parfaitement bien, qu'ils étaient sociables, intelligents. Et donc, bon, c'était pas fondé du tout, mais la Cour a dit que c'était quand même pas grave parce que dans le doute, vaut mieux agir. Donc voilà un petit peu la dernière décision pour vous en dire l'état. C'était pas une énorme surprise, même si on pouvait espérer mieux. Il y avait une autre affaire célèbre prise quelques années avant, qui était l'affaire Conrad, toujours contre l'Allemagne, où là les parents, le père, s'opposait au contenu du programme, et donc il ne voulait pas scolariser ses enfants dans les écoles publiques. Et la Cour européenne des droits de l'homme avait dit, écoutez, si on commence à considérer qu'il y a des choses embêtantes dans les programmes scolaires communs, ça va être difficile, donc que nenni, vous mettez vos enfants à l'école. Et puis ça apprendra votre enfant à se confronter à des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Et je rebondis aussi sur l'actualité française, puisque donc le CLJ a participé à la soumission de deux requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme pour critiquer et contester le nouveau système d'autorisation d'instruction en famille français. Et la Cour, alors, dans une affaire, a répondu qu'il n'y avait pas encore, il n'y avait pas d'épuisement des voies de recours, ce qui était partiellement vrai. Mais dans l'autre affaire, vraiment bien fondée, elle a rejeté la requête en disant qu'il n'y avait pas même l'apparence d'une violation des droits fondamentaux. Donc ma conclusion est que vraiment sur sur de l'éducation, la Cour européenne des droits de l'homme est une voie bouchée. Comme me faisait remarquer aussi l'avocat de la famille Wunderlich, ce sera difficile de trouver une affaire plus émouvante que celle-ci, puisque c'est quand même des policiers qui sont venus, manu militari, arracher sous les cris des parents et des enfants, les enfants à la famille. Donc la seule option que je vois qui serait peut-être possible, ce serait que la requête soit introduite par l'enfant lui-même et que la Cour ne puisse pas jouer sur cette fausse opposition entre les droits parentaux et ceux des enfants. La seule bonne nouvelle pour la CEDH, c'est la condamnation des retraits abusifs des enfants. Donc j'ai un exemple qui fait écho à la question qui a été posée ce matin. C'est l'affaire Strand-Loben et autres contre Norvège, où une mère dans une situation sociale précaire accouche d'un enfant, fait un défaut vis-à-vis d'un sentiment maternel, ne s'occupe pas correctement de son enfant, oui, qui vient de naître. Et donc les services sociaux lui retirent. Et ils lui retirent, mais ils lui retirent non seulement pour le placer, en vue aussi d'une adoption. Et la mère, finalement, s'est un petit peu ressaisie et a demandé à récupérer son enfant. Et puis, tous les services sociaux et toutes les juridictions norvégiennes lui ont dit non. La Cour européenne, même en première instance, lui a dit non. Écoutez, ça va, vous avez eu un droit de visite une fois par semaine. Désolé, mais vous vous occupiez pas bien de votre enfant. Et ce n'est qu'en appel devant la grande chambre de la Cour européenne que celle-ci a reconnu que l'enquête par les autorités sociales avait quand même été bâclée, qu'il lui avait accordé qu'un droit de visite, il lui avait pas quand même donné l'occasion de faire ses preuves, alors qu'elle-même avait amélioré sa situation professionnelle et familiale. Et donc elle a condamné la Norvège pour placement abusif. La Norvège n'est pas le seul pays, c'est un vrai sujet, et j'allais dire c'est le seul point positif pour la CEDH. Je passe à l'ONU, très vite, là aussi les conventions sont très claires, et pourtant les comités ne rendent pas des décisions très favorables. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par le mauvais comité, c'est le comité des droits de l'homme, qui est en charge donc de l'application du pacte des droits civils et politiques. Il a rendu une décision en octobre 2023 dans une affaire contre la Suède.
Donc là aussi, la Suède, c'est un pays où il est très très dur de faire l'école à la maison. Il y a à peu près 150 autorisations par an. Et là, donc les parents étaient une famille d'origine américaine, donc ils invoquaient leur bilinguisme, leur culture un petit peu différente et minoritaire. Et puis, bien sûr, leur enfant était HPI, donc comme tout le monde, hein. Mais ça n'a pas suffi donc aux autorités suédoises qui ont dit non. Et puis, donc ils ont voulu repartir dans leur pays d'origine, ils sont repartis aux États-Unis, donc ils ont dû en plus s'expatrier. Et le comité n'a pas du tout été ému par cette situation. Je voudrais vous lire quelques phrases. Le comité des droits de l'homme, donc, fait observer que le pacte ne garantit pas en tant que tel le droit de chacun à l'éducation. Donc là, il y a vraiment un sophisme. Oui, attendez, le droit à l'éducation, en fait, c'est pas pour chaque enfant, c'est un truc en général. Bon, en fait, c'est faux, chacun a le droit à l'éducation, mais c'était juste pour pas permettre à des parents de faire l'école à la maison, parce qu'en soi, c'est pas valable. Il dit, je cite, oui, certes, les enfants peuvent parvenir au même niveau de connaissance en suivant les enseignements à domicile qu'en allant à l'école primaire, mais d'autres objectifs importants, en lien avec le droit à l'éducation, tels qu'une instruction objective, critique et pluraliste, et une meilleure intégration sociale, ne pouvaient être atteints que par la fréquentation de l'école. Donc, vous voyez, il y a vraiment un rejet fondamental de l'instruction en famille et une méfiance complète vis-à-vis de la famille qui ne pourrait pas dispenser une instruction objective, critique et pluraliste. Et puis en plus, écoutez, l'obligation faite aux enfants de fréquenter l'école ne prive pas les parents du droit d'exercer un rôle d'éducateur et de guide, conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, après les cours. Parce que bien sûr, l'enfant apprend quelque chose pendant toute la journée, si les parents ne sont pas d'accord, ils repassent derrière, et puis ça va marcher, ça va être complémentaire, ça sera très bien. C'est vraiment dommageable parce que c'est le comité peut-être le plus important des Nations Unies, mais qui ne perçoit pas du tout le point clé et la problématique du droit des enfants. Enfin, c'est vraiment départi de la convention d'origine qu'il a. Le deuxième point, c'est, j'allais dire, la question des établissements. Je disais en introduction que la jurisprudence est très faible. Là, j'en parle pas parce qu'il n'y a pas vraiment de jurisprudence internationale sur la question des établissements privés. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a justement cet article donc, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dit qu'il y a une liberté de créer des établissements d'enseignement privé. Et l'ONU aussi a une convention qui garantit le droit de ne pas être obligé de mettre ses enfants dans les écoles publiques de l'État. Et donc en France, il y a quand même une guerre permanente contre l'enseignement privé. Et je crois qu'il y a aussi cette règle donc, de respecter un quota de 80% d'enseignement public et 20% d'enseignement privé. Donc les écoles privées sont obligées de refuser des élèves. En soi, là, il y a vraiment une atteinte par rapport aux droits tels que garantis par les conventions. Le bon comité des Nations Unies, c'est le comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui lui, donc, en 2023, a été sensible aux critiques que l'association Liberté et Éducation a émises contre le nouveau système français, et a donc demandé clairement à la France de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, enfin à vraiment critiquer le nouveau système d'autorisation qui renverse le droit naturel, puisque les parents doivent demander à l'État l'autorisation de faire l'école à la maison. Donc j'allais dire, s'il y a un comité à saisir pour une requête sur les droits parentaux, c'est celui-ci. D'autant que là aussi, caractéristique propre de l'ONU, c'est que les Nations Unies sont beaucoup plus sensibles aux droits des minorités religieuses et aux droits à l'identité des minorités. On est vraiment à des années-lumière du climat qu'il y a en France, particulièrement par rapport à l'islam dans les écoles publiques. À l'ONU, le caractère de minorité religieuse est beaucoup plus protégé. Et donc je pense qu'il y a là aussi une carte à jouer, particulièrement pour la minorité catholique française, qui en France a une forte identité à la fois culturelle et religieuse, et qui est clairement aujourd'hui minoritaire.
Et donc, voilà, des recours auprès de ce comité pour se plaindre de programmes clairement contraires à une croyance religieuse forte aurait des chances. Je mentionne ensuite, j'ai très envie de parler de l'influence américaine. Alors c'est un petit peu orthodoxe quand on parle d'institutions internationales, mais quand même, la dernière affaire Dobbs en matière d'avortement prise par la Cour suprême des États-Unis a eu un tel retentissement que je pense qu'elle a même peut-être une influence supérieure à un comité des Nations Unies. Donc je la cite parce que la jurisprudence américaine est beaucoup plus libérale, beaucoup plus favorable aux parents. Ils ont vraiment maintenu ce principe fondamental que les parents sont les premiers éducateurs et que le rôle de l'État est secondaire. Ils se battent toujours pour que l'État intervienne le moins possible. Et il y a justement une affaire pendante à la Cour suprême américaine, qui est l'affaire Mahmoud contre Taylor, et qui se porte sur le fait qu'une école primaire avait mis au programme un livre sur les personnes LGBTQIA+, normalisant les comportements de ceux-ci et le mettant au programme du cours d'histoire. Et l'école, dans un premier temps, avait voté et permis aux parents d'être informés préalablement à la tenue du cours qui utiliserait ce support pédagogique, de retirer leurs enfants s'ils le souhaitaient. Ils avaient mis ça en place au début, et je pense que suite au retrait un petit peu trop massif, quelques mois après, ils sont revenus là-dessus, et ils ont dit, non, maintenant, on vous informera plus quand se tiendra le cours avec ce livre, voilà, et vous n'avez pas le droit de retirer vos enfants. Et donc, il y a eu toute une procédure engagée contre l'école par les parents d'élèves, de différentes confessions, justement, parce qu'ils considèrent que c'est contraire à leurs convictions religieuses, que l'école n'a qu'un rôle délégué, que c'est les parents qui sont les premiers éducateurs et qu'ils délèguent ce rôle à l'école, mais que donc ils ne devraient pas produire ou donner un enseignement complètement contraire à ce qu'ils croient. Et la question donc, qui est devant la Cour suprême est très intéressante pour nous. Les écoles publiques portent-elles atteinte à la liberté religieuse des parents lorsqu'elles obligent les enfants du primaire à participer à des cours sur le genre et la sexualité qui vont à l'encontre des convictions religieuses de leurs parents, sans les en informer au préalable et sans leur donner la possibilité de refuser cette participation. Donc là, si la Cour suprême américaine tranchait en faveur des parents, ce serait quand même une très belle jurisprudence à invoquer en France ou devant les institutions internationales. Je finis sur une deuxième partie beaucoup plus courte, mais sur les éléments un petit peu accessoires qui montrent la dépossession des droits des parents d'éduquer leurs enfants. Une première qui me paraît vraiment quand même significative, elle a été un petit peu abordée, c'est la contrainte et la lutte contre les sanctions éducatives. Les parents n'ont plus le droit de faire un usage de la violence légitime. Donc là, il y a toute une action du Conseil de l'Europe de faire d'abolir tout châtiment corporel qui est défini comme, je cite, tout châtiment impliquant l'usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. Donc la simple petite tape sur une main qui est en train de faire une bêtise est, je cite, une violation des droits de l'enfant au respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique. Donc, c'est grave. Donc, tout ça, ça a été largement promu pendant des années. L'Assemblée parlementaire a donc voulu faire de l'Europe une zone exempte de châtiment corporel. L'UNICEF, l'UNESCO, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies œuvrent absolument dans le même sens. Et c'est à la fois illégitime parce que l'État a le monopole de la violence légitime et donc évidemment il est néfaste pour l'enfant d'être battu par ses parents, mais dans les circonstances appropriées, les parents doivent aussi avoir un usage légitime, une possibilité de réprimer leurs enfants qui ne sont pas forcément en âge de comprendre des explications soutenues. Je pointe oui aussi à un dernier paradoxe, que c'est dommage de vouloir absolument obliger les enfants à aller à l'école, d'être sortis de leur milieu parental, ce lieu d'oppression où la fessée sévit. C'est idéal peut-être qu'il y ait une famille sans fessée, mais une école sans coup de couteau, ce serait bien aussi.
Et je pense que c'est un vrai problème qui va progressivement être un argument pour nous aussi, c'est que l'école devient un lieu de violence comme les autres, et donc finalement la famille peut faire largement mieux. Il y a de grand B la démocratie dans la famille. Là aussi, c'est tout ce qui a été évoqué avant, en fait, est clairement repris par les institutions internationales. On veut que l'enfant soit pris en compte, consulté, acteur, il doit participer aux décisions qui les concernent. Il y a une tonne de documents, de rapports pour promouvoir ça. Il faut, dès leur plus jeune âge et dès que possible, prendre en compte leurs désirs et leurs paroles. Oui, il y a par exemple cette affaire suisse ou canadienne, donc d'enfants qui changent de genre, et où en fait ce sont les parents qui sont poursuivis pour avoir mégenré leurs enfants. Donc, ce sont des affaires nationales, mais qui ont un petit peu leur source dans la promotion en droit international de ce genre de pratique. Je finis avec la santé. Là aussi, normalement, les parents sont responsables de la santé de leurs enfants, mais l'État prend un pas éminent dans ce rôle, hein. Il y avait sur l'IVG praticable même quand on est mineur, sans le consentement des parents. Ça, c'est pour la France. Par rapport aux institutions internationales, là encore, la CEDH ne garantit pas du tout, par exemple, l'opposition des parents à la vaccination obligatoire. La vaccination est quand même une atteinte à l'intégrité physique de la personne, puisqu'on introduit un corps étranger dans le corps d'autrui et qu'il y a un risque médical avéré. Donc, plusieurs parents s'étaient réunis en République tchèque pour porter une affaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils s'opposaient à la vaccination obligatoire pour aller à l'école, pour des motifs tout à fait divers et intéressants, dont notamment, alors certains étaient pour une question religieuse, mais d'autres aussi en tant que chimistes ou biologistes, ils n'étaient pas convaincus. D'autres n'étaient pas opposés fondamentalement, mais voulaient attendre que leur enfant soit plus âgé. Ou même encore d'autres parents disaient « Non mais mon enfant a des précédents médicaux, je suis inquiet, je ne veux pas ». La Cour a balayé ça au nom de l'expertise médicale et a considéré aussi qu'ils avaient eu des amendes finalement très faibles, quelques centaines d'euros, donc c'était pas si grave, il n'y a pas eu d'atteinte aux droits des parents. Les enfants ont aussi droit à un environnement digital sain. Voilà, donc c'est encore une belle chose. Bah oui, Internet, c'est dangereux, donc l'État est là pour agir. Le Conseil de l'Europe a émis une recommandation en 2018 pour aider les États à bien légiférer, à agir, et donc tout est prévu. Pas de discrimination, il faut mettre en balance la liberté avec la santé, la liberté d'expression, d'association, garantir un accès à Internet, etc. Et pour tout ça, les parents ont un rôle extrêmement modeste. Je vous lis juste un extrait du paragraphe 8. Donc, le Conseil de l'Europe rappelle que l'État a pour obligation première de faire respecter, de protéger et de réaliser les droits de chaque enfant qui relève de sa juridiction. Pour cela, de mobiliser toutes les parties prenantes concernées, en particulier le système de protection de l'enfance, le système éducatif, les institutions publiques, les entreprises commerciales, les acteurs de la société civile, ainsi que les enfants eux-mêmes, et leurs parents et leurs représentants légaux ou toute autre personne qui s'occupe de l'enfant pour assurer la mise en œuvre. Donc vous voyez que les parents passent vraiment au second plan. Les parents sont secondaires, c'est l'État qui devient le premier parent de l'enfant. Donc le fil conducteur de toute cette jurisprudence d'organisation internationale, c'est que la société finalement se porterait mieux si elle n'était constituée que d'individus libres, émancipés, qui sont forcés de se socialiser pour ne pas être seuls. Donc la famille et ses parents sont une cellule, enfin, ils ne sont plus une cellule fondamentale sur laquelle il faut s'appuyer pour constituer une société vivante, mais plutôt un cercle de repli qu'il faut ouvrir. Et donc les initiatives parentales éducatives sont tuées dans l'œuf, les parents sont contestés dans leur rôle, et ils sont sommés de s'ouvrir aux autres. La solution et ma recommandation, c'est qu'il faut il faut revenir à l'esprit des traités. Les parents sont là pour le bien de l'enfant, et en règle générale, il faut le rappeler, ils aiment bien plus leurs enfants que l'État.